Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, et l'invité politique ce matin de Territoire d'Info, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Vous êtes président de Debout la France et candidat à l'élection présidentielle. Merci d'être sur ce plateau pour vous interroger. À mes côtés ce matin, Christophe Bordet, rédacteur en chef de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael, merci d'être avec nous. Bonjour Michael Zamès. Nicolas Dupont-Aignan, les députés britanniques l'ont autorisé cette nuit. Theresa May et son gouvernement ont déclenché le Brexit, la sortie de l'Europe. Si vous êtes élu président, est-ce que vous organisez le France-Exit, le Frexit? Non, d'abord je dénonce les traités tels qu'ils sont et j'entame une renégociation pour bâtir l'Europe des nations libres qui récupèrent leurs lois, la maîtrise de leurs lois, de leurs frontières, mais aussi bâtir une Europe des projets qui manquent tant aujourd'hui, c'est-à-dire je réoriente complètement la construction européenne. Entre la soumission à cette mauvaise Europe qui a défiguré l'idéal européen et le Frexit, il y a une vraie marge. Et il y a une voie équilibrée, qui est l'Europe gaullienne, la seule qui a marché, c'est-à-dire une Europe où on travaille ensemble, sans perdre nos identités, nos souverainetés. Et vous gardez l'euro ? C'est la seule solution. L'euro, on le fait évoluer en monnaie commune, parce que l'euro tel qu'il est nous épuise, mais il faut garder une coordination monétaire. En monnaie commune, ça veut dire quoi concrètement? C'est l'écu, ce qu'on appelait l'écu? C'est un écu amélioré. On garde une coordination, on garde le meilleur de l'euro, on enlève ses inconvénients. Nicolas Dupont-Aignan, vous dites vouloir vous inspirer de la politique de Donald Trump. Si vous êtes président, est-ce que vous prenez des décrets anti-immigration, par exemple, comme l'a fait Donald Trump, pour interdire le territoire français à plusieurs pays? Si oui, lesquels? Où est-ce que vous avez trouvé cette idée de m'inspirer? La seule chose que j'ai dite, c'est que les premières décisions de Donald Trump montraient au monde, et aux Français notamment, qu'il y avait des présidents qui ne pouvaient jamais rien faire, que quand on est président avec une légitimité populaire, on peut prendre des décisions. J'ai pas dit que j'approuvais tout ce que faisait Donald Trump. Alors sur l'immigration, par exemple, c'est très important. Ça montre aux Français, comme Theresa May d'ailleurs, ça montre aux Français qu'en France, où un président ne sert à rien, et qu'un président de la République peut prendre des décisions. Après, je ne suis pas américain, je pense que Donald Trump avait annoncé ce qu'il fait. Je ne suis pas favorable à des exclusions d'entrée sur le territoire pour un pays, pour des ressortissants d'un seul pays, sauf quand on est en état de guerre, on peut imaginer ça. Il y a eu ça d'ailleurs pour les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Mais là aussi, pourquoi attendre les excès d'un Trump pour régler les problèmes? C'est exactement la situation française aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on attende la catastrophe pour agir. Et je suis candidat parce que je propose une rupture solide, sérieuse, réaliste. Je dis une chose très simple. Enfin, on arrive dans notre pays à épouser, grâce au peuple, pas grâce aux hommes politiques, une méthode saine. Quand on a échoué au pouvoir, on ne se représente pas. On ne se représente plus. Et donc ça, c'est le premier point. Mais ça ne suffit pas. Il faut reconstruire. Et c'est là où ma candidature commence à avoir de l'intérêt. Est-ce qu'on reconstruit avec M. Mélenchon et ses excès? Est-ce qu'on reconstruit avec Mme Le Pen et ses excès? Ou est-ce qu'on reconstruit avec moi? Avec moi, je suis candidat à la présidence de la République et je propose... Mais l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un président. Après, il y a une majorité. Après, il faut avoir un gouvernement, un Premier ministre, etc. Vous aurez les équipes nécessaires derrière vous. Venez voir mes équipes. Et vous croyez que les Français ont envie de revoir ceux qui ont gouverné? Je voyais sur les images M. Accoyer, que je respecte. Je voyais sur les images toutes ces personnalités qui ont archi-gouverné et qui ont échoué. Mais moi, je préfère avoir les gens qui m'accompagnent, des maires solides, des élus qui ont fait leurs preuves, réélus à 80% dans leur ville, des chefs d'entreprise qui ont réussi, des responsables associatifs qui ont montré l'exemple. Donc vous des élus locaux au gouvernement, si vous êtes président. Vous croyez qu'ils ont réussi, les autres? Ça se rapproche un peu d'Emmanuel Macron, ça? Et alors oui, sur ce côté-là. Et sur ce côté-là. Il y a quand même des passerelles. Non, il y a des similitudes sur une démarche. Ne pas passer par des primaires qui sont des éléments de gel. Les primaires sont des escroqueries. On voit les résultats. Donc c'est vrai qu'Emmanuel Macron a le courage de passer hors primaire comme j'ai le courage de le faire. Après, il y a deux modèles complètement différents. Monsieur Macron, c'est la mondialisation low cost. C'est un mensonge permanent. Il fait croire qu'il va améliorer les choses alors qu'il va
continuer une politique de soumission Donc à pour l'Union vous, européenne. Macron, c'est quoi? C'est un danger? Macron, c'est le masque de la modernité sur la régression sociale du 19e siècle. Vous savez, il y a des gens comme ça, il fait moderne. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent « Ah, Macron !» Mais il faudrait qu'il gratte un peu parce que c'est le pire du 19e siècle. C'est la hausse de la CSG, c'est le SMIC jaune, c'est la baisse des salaires. C'est ça, Macron. Il a déjà commencé et il veut aller encore plus loin. C'est la loi travail puissance 15. Alors, si les Français veulent souffrir avec Macron parce qu'il a un visage plus avenant que ceux d'avant, bon courage. Votre projet, 700 propositions, beaucoup de promesses, beaucoup de promesses. Oui. 40 milliards de baisse de Beaucoup. charges, augmentation des petites retraites, baisse des impôts. Vous allez me dire, les promesses, ça ne coûte rien. Si, ça coûte de l'argent. D'abord, je voudrais expliquer quelque chose. On fait comment? Attendez, deux choses. D'abord, ça fait 20 ans qu'on fait tout augmenter, les impôts, les taxes. Notre pays est en train de crever. Et je dis qu'il faut un choc de relance par la baisse d'impôts et par la relance du pouvoir d'achat. C'est un changement de politique radical. Il faut relancer la mécanique. Deuxièmement, comment je finance? Je récupère les 8 milliards que nous donnons chaque année en excédent à l'Union européenne pour financer nos concurrents. Il n'y a aucune raison de financer les entreprises polonaises, roumaines, espagnoles qui viennent concurrencer nos emplois sur notre sol. Attendez, et deuxième point, je récupère 40 milliards sur la grande fraude fiscale et la grande fraude sociale. On peut le faire. Et avec cet argent, je relance l'économie. Je permets aux Français de retrouver un peu de dignité par le travail. Je récompense le travail. François Fillon, dans le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, perd 0,5% à 18% d'intention de vote au premier tour. Emmanuel Macron est devant lui et plus largement encore Marine Le Pen. Est-ce que François Fillon, pour vous, est-il en mesure de gagner encore cette élection? Je crois que François Fillon, je l'ai déjà dit à de multiples reprises, par son entêtement, prend complètement en otage la droite et la France. Parce que moi, je ne veux pas voir revenir la gauche. Cette fausse gauche de M. Macron, la gauche caviar, de la finance, parce que côté finance, on est servi côté Macron. Et donc, moi, je pense que les Français... François Fillon et Emmanuel Macron, vous choisiriez François Fillon. C'est les deux François Fillon qui dépendent de l'argent des grandes entreprises. Quand je vois que François Fillon a reçu dans sa société où il est seul, donc c'est lui, 200 000 euros d'AXA, et qui nous expliquait il y a quelques mois que M. Decazes, l'ancien président d'AXA, pouvait être un grand ministre, qui nous expliquait... Il y a conflit d'intérêts ? Qui nous expliquait qu'il fallait ne pas rembourser les petits bobos. Je me dis, mais c'est un conflit d'intérêts monstrueux. Et comment M. Fillon va pouvoir, la tête haute, demander aux Français des sacrifices alors qu'il ne se les a pas appliqués à lui-même? Henri Decazes enfin, est aujourd'hui conseiller. délire. Il est aujourd'hui conseiller de la campagne. Ça Vous demandez à ce qu'il soit mis en retrait. Oh, j'ai rien à demander. C'est une situation ahurissante. Mais est-ce que vous imaginez un instant que les Français vont faire confiance à quelqu'un qui a été financé par des puissances d'argent, comme disait M. Bayrou? Alors, et vous, Nicolas Il a raison, Bayrou, Dupont-Aignan, là-dessus. vous êtes financé comment? Il y a des grands patrons derrière vous Non, aussi personne. Je n'ai jamais reçu un centime d'une entreprise privée. Et quand on m'envoie à la mairie un cadeau, je le renvoie. J'estime que quand on est un honneur, candidat, oui, quand on est candidat à la présidence de la République, on ne dépend pas d'argent privé, d'argent de grandes entreprises qui ont des intérêts, croyez-moi. Et je vais vous dire ce dont crève la vie politique française. Depuis longtemps, hein, oui, ouais. Eh bien on a vu le résultat. L'oligarchie, le fait que les PME soient oubliées, que cette oligarchie du CAC 40 vit ensemble depuis tant d'années, que la politique économique de la France a été faite pour les grandes entreprises qui payent jamais d'impôts, et que pendant ce temps-là, nos PME crèvent, nos artisans crèvent, la directive travailleurs détachés. Il y a un rapport, vous savez. Et quand je vois par ailleurs, parce qu'il ne faut pas accabler Fillon si on n'est pas juste vis-à-vis de Macron, j'ai repris toutes les cessions d'entreprises françaises, les grandes entreprises, à des intérêts étrangers sous M. Macron. À 4 reprises, la banque Rothschild, dont il a été le salarié ou l'associé, ont opéré les transactions. Technip, qui est parti aux États-Unis. Alstom, qui est parti aux États-Unis. L'aéroport de Toulouse, c'était pas... Qu'est-ce que vous voulez prouver quoi? Je dis qu'il faut balayer... Quoi comme conclusion? Je dis qu'il faut qu'Emmanuel Macron clarifie ses liens avec la finance internationale. Vous lui posez clairement la question? Je demande à Emmanuel Macron de s'expliquer sur ses financements. Je souhaite qu'Emmanuel Macron publie la liste de ses donateurs. J'ai proposé de le faire pour les grosses sommes, pas pour 10 euros ou 20 euros, mais au-dessus de 1 000 euros.
J'estime que Emmanuel Macron ne pourra pas non plus aller à la présidentielle comme ça, sans publier la liste de ses donateurs. Transparence. Et je remarque que M. Hamon lui a demandé, je ne suis pas le seul. En un mot, ce que je crois, c'est que les Français ne supportent plus cette espèce de fonctionnement en vase clos, malsain, de la vie politique française et du monde des affaires. Et je pense qu'il faut un grand ménage et en tout cas une grande transparence. Mais dites-moi, vous avez un point commun avec François Fillon, puisque votre épouse est votre assistante parlementaire aussi. Alors fictive ou pas fictive, elle ? Je ne l'ai jamais caché et il y a une différence fondamentale. Mais fondamentale. C'est que tout le monde le sait parce que tout le monde la voit travailler au quotidien. On lui reproche même d'être trop présente dans ma circo. Donc là-dessus, personne ne m'a jamais d'ailleurs légitimement attaqué. Mais est-ce qu'il faut changer tout ça, arrêter d'embaucher son cousin, sa tante, sa mère? Je vais vous dire, puisque certains ont abusé, il faudra sans doute légiférer, c'est évident. Mais je trouve ça presque dommage qu'on en soit là. C'est exactement comme les automobilistes qu'on harcèle parce qu'il y a des chauffards qui ne sont jamais arrêtés. C'est exactement comme les artisans qui travaillent en couple et en général, ils font plus de 35 heures et on les harcèle de contrôles fiscaux alors qu'il y a des grands fraudeurs. C'est toujours la question française. On ne sanctionne jamais les coupables et on emmerde, pardonnez-moi l'expression, ceux qui sont honnêtes. IFOP pour Sud Radio, vous êtes crédité de 2%. Je n'y crois pas un instant. On est loin du second tour. Mais je n'y crois pas un instant. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour vous d'y aller? Mais c'est une honte, ces sondages, une honte. Aux élections régionales, on me mettait à 1%. J'ai fait près de 7% en Ile-de-France. Si on m'avait mis au vrai score, je pouvais être beaucoup plus haut. Arrêtez de suivre les sondages. Et vous savez, les Français ne sont pas dupes. Alors moi, je vous le dis. Vous ne serez pas remboursé. Hein. Vous nous dites. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Non, pardon, ce sont les électeurs qui votent. Si vous faisiez ce score, ce sont les Français qui votent. J'accuse les sondages de manipuler l'opinion. Et je vous le dis. Il faut les interdire, les sondages? Mais il faut que les Français soient sages. Et vous savez, les Français, ils ont commencé à comprendre ce qu'était la vie médiatico-politique de notre pays. Et les sondages, on les emmerde.